Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite leçon de ville, l'avant-dernière déjà du cycle 10 ans pour tout changer, la 10e saison des petites leçons de ville. Je vous le rappelle, c'est cette série d'événements dans laquelle nous avons cherché à interroger la façon dont la ville peut s'adapter aux mutations environnementales qui nous préoccupent, qui nous concernent, qui nous entourent évidemment. Alors, vous pouvez retrouver les précédentes discussions en ligne, les 8 précédents épisodes des petites leçons de ville. Nous avons parlé notamment de la préservation des ressources, de la consommation, de la production locale, c'était en janvier dernier, de la pensée frugale en février, de la construction low-tech en mars, et puis plus récemment la préservation plutôt la valorisation de la biodiversité en ville, ou encore la valorisation de l'eau de pluie. Ce soir, la thématique, c'est se déplacer moins vite, moins loin. On va donc parler des mobilités d'aujourd'hui et de demain. On parle de déplacement, plus que de transport d'ailleurs, car on englobe toutes les mobilités à toutes les échelles et sans nécessairement avoir recours à un moyen de locomotion. On parlera donc de la marche aussi, du vélo, de la voiture individuelle qui ont leurs propres adeptes, même si ils peuvent être aussi substitués les uns aux autres selon les distances parcourues, selon le contexte du déplacement. Voilà d'ailleurs ce que l'on peut entendre comme réponse parfois au tout-voiture, qui a participé depuis plusieurs décennies à dessiner nos villes, et ce n'est pas nos invités qui diront le contraire. Mais d'autres moyens de transport existent, bien sûr, les transports en commun, le partage de véhicules, voire même plus largement une réorganisation de nos modes de vie pour optimiser les distances parcourues. Quant aux trajets plus longs, outre le ralentissement que le transport aérien a connu ces derniers mois de pandémie, il semble en passe, ce transport aérien, de se faire reprendre du terrain par le train, tandis qu'est étudiée en ce moment la loi climat qui comporte notamment une clause interdisant l'usage de l'avion pour des vols intérieurs courts lorsque le train peut s'y substituer. Mais quel train alors ? On le verra également durant l'heure et demie et qui s'annonce avec la présentation de la coopérative Railcoop qui proposera prochainement une offre de transport complémentaire à celle de la SNCF. Ce soir, comme chaque mois, à l'occasion des petites leçons de ville, ce sont 3 points de vue qui vont être présentés pour nous aider à mieux aborder toutes ces questions et d'autres encore à travers 3 moments de notre soirée. Une leçon pour commencer, une leçon théorique qui va poser les bases de notre débat, et puis un témoignage ensuite qui donnera la parole à un acteur, à une actrice engagée sur le sujet, avant de terminer par une étude de cas. Et ce soir, cette étude de cas sera à l'échelle francilienne pour nous présenter la place qui est amenée à prendre le vélo dans notre aménagement urbain. Comme d'habitude, les 2 petites informations rituelles de ces petites leçons de ville, nous sommes en direct et vous nous regardez depuis chez vous, mais vous participez également aux discussions. Je rappelle que vous pouvez commenter cette vidéo, que vous la regardiez sur Facebook, la vidéo vous la regardez sur le site web du CAUE de Paris ou sur Facebook. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez commenter la vidéo pour nous faire part de vos remarques, de vos questions, de toutes les interrogations qui vous viendraient en tête ou toutes les expériences que vous aurez envie de partager. Et je me chargerai de les transmettre à nos invités. Et puis la deuxième information rituelle que je vous redonne chaque mois en introduction de ces petites leçons de ville, c'est qu'un livret est à votre disposition, un livret que vous pouvez télécharger sur le site web du CAUE de Paris, que vous pouvez retrouver aussi dans les commentaires de la vidéo. Et ce livret vous accompagne durant l'événement avec notamment des informations sur nos intervenants, un lexique également qui présentera les termes utilisés ce soir. Et puis ce livret, il pourra aussi vous servir, vous permettre de prolonger cette soirée avec toute une liste de ressources à consulter, des films, des podcasts, des expositions et des livres sur le sujet. Le sujet du jour, je vous le rappelle, se déplacer moins vite, moins loin. Voilà, j'en ai fini de cette longue, beaucoup trop longue introduction. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec nos invités que je me charge de vous présenter à l'instant. Bonsoir Alexandra Debazieux. Vous êtes, et dans le micro c'est encore mieux, voilà. Bonsoir. Vous êtes directrice générale déléguée de Railcoop, une société coopérative née au lendemain de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Et une société qui s'apprête à proposer de nouvelles lignes de train conçues en collaboration avec vos milliers de sociétaires. Vous allez nous raconter tout ça. On parlera du projet Railcoop en lui-même. On parlera aussi de l'enjeu de monter une société coopérative dans ce domaine du transport.
Et puis on présentera peut-être très concrètement aussi quelques-unes des dessertes, mais aussi les innovations qui seront offertes à bord de vos trains. Ce sera le témoignage de notre petite leçon de ville et vous l'avez intitulé « Redonner du sens à la mobilité ferroviaire par l'implication des citoyens ». Vous êtes venu en train ? Bien sûr. Très bien, je voulais m'en assurer. Sébastien Marek est à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas seulement sociétaire de Railcoop, ça c'est ce qu'on vient d'apprendre dans la discussion, c'est-à-dire que parmi les 8000 et quelques sociétaires de Railcoop, il y a notamment vous, Sébastien Marek, mais c'est un hasard total que vous vous retrouviez l'un à côté de l'autre. Et Georges Amar, alors sans le micro, on n'a pas pu l'entendre, mais il nous disait, voilà, s'il avait su Georges Amar, il aurait lui-même pris sa part effectivement à Railcoop. Pour nous ce soir, Sébastien Marek, vous êtes surtout doctorant en aménagement et urbanisme à l'université Rennes 2 et à la ville de Paris. C'est-à-dire que, alors si j'ai bien compris, et je veux bien que vous me corrigiez si je dis une bêtise, je crois avoir compris que votre travail universitaire de recherche, vous le faites au sein d'une structure qui agit sur la question, donc la mairie de Paris, puisque vous travaillez, votre sujet, c'est la conception et la négociation des politiques en faveur du vélo dans plusieurs métropoles françaises. Alors, pas dans plusieurs métropoles françaises, dans la métropole francilienne, donc la région Île-de-France, grosso modo, et la Randstad, qui est la région, le cœur poumon des Pays-Bas, là où il y a les 4 plus grandes agglomérations néerlandaises, donc Utrecht, La Haye, Amsterdam et Rotterdam. Et donc voilà, je fais une thèse comparative entre ces 2 régions métropolitaines européennes. Eh bien, écoutez, on espère qu'en plus de nous présenter comme vous y êtes engagé ce soir, la question de l'offre de transport vélo en Île-de-France, alors on aimerait bien aussi entendre peut-être quelques points de comparaison avec les Pays-Bas. Je pense que ça sera l'occasion dans le cadre de votre étude de cas. Et vous êtes venu à vélo, vous, j'imagine ? Oui, je suis venu à vélo pliant. C'est bien, chacun respecte son rôle, pas de problème. Alors, Georges Amar, c'est vous qui allez ouvrir notre discussion. Je ne vous demande pas dans quel moyen de transport vous êtes venu parce que vous n'en avez pas un en particulier à présenter. Vous allez nous parler un peu de tous à la fois. Multimodal. Vous êtes multimodal, très bien. J'imagine que vous avez tout pris ce soir pour venir, le bus, le train, le vélo et peut-être même la voiture, vous allez nous raconter. Vous êtes prospectiviste, en tout cas c'est ainsi qu'on vous présente souvent. Vous êtes chercheur associé à l'école des mines ParisTech dans la chaire théorie et méthode de la conception innovante et vous avez été longtemps directeur de la prospective et de l'innovation à la RATP. Et avant que vous nous livriez votre petite leçon intitulée Mobilité augmentée, déplacement réduit, une prospective des mutations. Donc avant que vous nous en parliez, j'aimerais juste vous interroger sur ce mot de prospectiviste qui vous a fait un peu tiquer d'ailleurs. Alors je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais surtout que lorsqu'on vous présente, il est associé au mot aussi d'ingénieur. Et peut-être plus étonnant, on dit que vous êtes poète et artiste. Alors, c'est quoi un prospectiviste ? C'est tout ça à la fois, c'est ça ? C'est ce grand mélange, on n'a pas trouvé autrement que de dire prospectiviste. Oui, non, prospective, c'est un mot intéressant. Disons que je m'intéresse au futur. Bon, le mot prospective, il a un petit côté déjà 20e siècle, si je peux dire. Il date d'une époque où on croyait qu'on pouvait prévoir, quand même, un peu. Bon, et maintenant, c'est plus vraiment ça. Donc, ça fait partie d'ailleurs de ma réflexion théorique et pratique. Quel genre de choses on peut dire du futur ? Qu'est-ce qu'il y a à faire avec le futur ? Comment s'occuper du futur ? La notion de prospective, bon, c'est le mot qu'on a en français. D'ailleurs, il n'est que français. D'ailleurs, on utilise d'autres mots. Mais donc, je l'utilise quand même. Mais je trouve qu'il n'est pas tellement adapté à notre nouveau rapport au futur. Eh bien, écoutez, voyons voir ce qu'il en est pour la question propre des transports. C'est le sujet de votre petite leçon et je vous invite alors à nous en faire part avec la télécommande qui est à côté de vous. Merci en tout cas de m'accueillir dans cette belle série, cette belle cycle de rencontres sur la ville. C'est très intéressant, je viens de regarder quelques-unes en différé. Voilà, alors donc je vais vous parler à partir de ma compétence, mon expérience à la fois dans la prospective et dans les transports et la mobilité. Alors j'ai donné un titre un peu curieux à mon exposé, volontairement un peu contradictoire, un peu paradoxal, disons. Donc j'ai appelé ça « Mobilité augmentée, déplacement réduit ». Bon, évidemment, ça a l'air d'être contradictoire. Mais cette formulation m'intéresse tout de suite parce que d'abord, elle me permet de dire d'emblée, dès le titre, que la mobilité et le déplacement, c'est pas pareil. Mais alors pas du tout pareil. Le mot de mobilité n'est pas synonyme du mot de transport ou de déplacement. Pas du tout. Voilà, c'est presque l'essentiel de ce que j'ai à dire. Et surtout quand on se projette, quand on fait de la prospective, si on voit en termes d'évolution,
Alors la mobilité est quelque chose de différent. Donc voilà. Alors maintenant, pour réduire un tout petit peu l'apparent contraste, enfin le paradoxe, disons, hein, quand j'utilise le mot augmenter, on peut se référer à quelque chose qui n'est pas simplement de faire plus. Mais par exemple, c'est vrai que dans le monde du numérique, il y a déjà une expression assez curieuse aussi qui s'appelle la réalité augmentée. Bon, on peut discuter si c'est bien choisi ou pas, mais peu importe. Quand on parle de réalité augmentée, on n'est pas en train de dire qu'il s'agit de faire plus de réalité. Non, c'est plutôt une autre réalité. Voilà. Et donc c'est intéressant, et ce autre m'intéresse. Au fond, la question, et d'ailleurs ça rejoint ma question de la prospective, il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de réfléchir en plus ou moins de la même chose. Voilà. En gros, voilà, c'est ça le message principal. On n'est pas simplement dans plus ou moins. Ce n'est pas que ce soit pareil, plus et moins. En effet, il faudra faire moins d'ailleurs. Donc je suis d'accord avec le thème de notre soirée. Il faudra faire moins de déplacements. Mais moins ou plus n'est pas la seule question importante quand on veut parler de futur. Voilà, c'est ça mon principal message. Et lorsqu'on veut parler de futur autrement qu'en plus ou moins de la même chose, on s'intéresse en fait à autre chose. Voilà. Alors, quelle est l'autre chose qui n'est pas synonyme de plus ou moins? Vous le faites languir, là, Georges Amar. Mais voilà, bon, voilà. Mais c'est ça, il y a de la dramaturgie dans tout ça. Alors, donc, je vais vous dire quand même quelques mots sur cette façon de faire de la prospective, parce que je fais une prospective qui n'est pas justement tout à fait standard. Et c'est pour ça que même le mot prospective n'est pas toujours le plus adapté. Alors, j'appelle ça parfois, pour accroître encore les paradoxes, j'appelle ça parfois de la prospective non prédictive. Là encore, c'est curieux. Pourquoi? C'est simplement qu'il ne s'agit pas seulement de prévoir. Prédire le futur n'est pas la seule chose à faire. On peut essayer de le faire, d'ailleurs, on n'y arrive pas. Enfin, parfois, en général, on n'y arrive pas vraiment. Mais parfois, on y arrive aussi. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut rien prédire. On peut essayer, on y arrive ou pas, mais ce n'est pas la seule chose à faire. Ce n'est même pas la chose la plus intéressante à faire quand on s'intéresse au futur. C'est autre chose qui est intéressant, au moins en plus. Cette autre chose, je lui ai donné un petit nom, j'appelle ça l'ouverture. Il faut ouvrir le futur. Voilà. Il faut réouvrir, parce que le futur a tendance à se refermer. Bon, je ne vais pas traiter ça philosophiquement, ce serait trop long, hein, mais il s'agit de redonner des possibilités, réouvrir l'espace des possibles. Et ça, ce n'est pas une question de prédiction. Au contraire, à la limite, il faut presque déprédire. Vous voyez, il faut lutter contre le prévisible, dans un certain sens. Lutter, ou du moins, ne pas se laisser enfermer dans le prévisible, qui d'ailleurs est... C'est ça le problème du futur aujourd'hui. Le prévisible, il n'est pas très drôle. Enfin, bon, on vit une époque où le futur est inquiétant. Bon, ou parfois même, il est trop connu. On sait qu'il y aura 2 ou 3 degrés. On le sait. On croit le savoir. Bon, voilà, je ne m'étends pas sur le sujet, mais vous voyez, le rapport au futur que nous devons avoir aujourd'hui, qui me paraît aujourd'hui important, c'est d'essayer de réouvrir le champ, rebattre les cartes, comme on dit parfois, plutôt que d'essayer de prévoir le prévisible. Alors, comment on fait pour réouvrir le futur? Je ne vais pas rentrer en détail là encore sur le plan théorique. Mais enfin, il faut changer nos conceptions, élargir nos connaissances, percevoir ce qui est en train de naître, ce qui n'est jamais très facile, de voir le vraiment naissant. Et pour tout ça, d'ailleurs, et c'est les formules les plus importantes, renouveler nos langages, renouveler nos regards, renouveler nos langages. C'est ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de la mobilité. Alors, sur le plan, en quelque sorte, concret, la tâche de prospectiviste, pour le traduire dans ce langage-là un peu plus simple, disons, c'est d'essayer d'étudier les changements de paradigme. Les changements de paradigme déjà là, en train de se faire, ou même ceux qui sont en train de nous arriver. Alors, et ce travail de changement de paradigme, je le détaille de manière très simple, il y a toujours 2 aspects. Il faut faire une critique. C'est très important que dans la prospective, on fasse un travail critique, une analyse critique des paradigmes dominants. Et surtout, la critique, c'est pas parce qu'ils sont dominants que c'est grave. C'est parce que les paradigmes dominants, souvent, sont en train d'être obsolètes. La critique, c'est donc révéler la part d'obsolescence des paradigmes dominants. Voilà. En quoi ils ne rendent plus compte de la réalité, en quoi ils ne sont plus porteurs. C'est ça l'obsolescence. Et deuxièmement, et les deux sont toujours très liés, la critique et la formulation positive. Il faut formuler, et j'insiste beaucoup sur ce mot, hein, le travail de prospective est un travail de langage, pour une grande part. Il faut nommer. Si vous ne nommez pas, vous ne voyez pas. Si vous utilisez des vieux mots, eh bien vous rabattez le neuf sur l'ancien. Donc il faut faire un travail de formulation de paradigmes émergents et surtout de paradigmes féconds. C'est pour ça que je n'utilise pas, vous remarquerez, l'idée de paradigme ancien, paradigme nouveau. Ce n'est pas la question. Il y a parfois des choses anciennes qui sont très bien et parfois des choses nouvelles qui ne sont pas.
la question quels sont les paradigmes obsolètes, c'est-à-dire pauvres en avenir, et quels sont les paradigmes féconds, c'est-à-dire qui nous stimulent, qui réouvrent le champ des possibles. C'est ça le travail de prospective. Voilà, sur le plan pratique. Alors, je vais le faire, exercice sur le domaine de la mobilité, en élargissant, et donc en essayant de porter un nouveau regard, d'avoir d'autres définitions, d'autres mots, ou bien d'autres significations des mots classiques. Alors, le moment clé, si vous voulez, dans cette réflexion prospective, qui était pour moi le moment clé dans ma démarche, c'est de comprendre que, il y a des petits décalages, c'est pas grave, que la mobilité n'est pas du tout synonyme du transport. Voilà, c'est ça, c'est presque l'essentiel. Alors, je raconte simplement en un mot comment j'ai vu ça. Moi, c'est un déclic. Un jour, vous comprenez. Hein, c'est ça, comprendre. Hein. Un jour, subitement, vous comprenez clairement une chose qui mûrit en vous. Et moi, ça s'est passé vraiment un jour, dans un boulevard parisien, où j'ai vu un magasin, une boutique qui vendait des téléphones d'ailleurs, avec cette enseigne, Vivre Mobile. Je suis tombé en arrêt. Je l'ai photographié, c'est celle-là d'ailleurs. Et j'ai compris. Vivre mobile, c'est magnifique. Enfin, voilà, c'est en 2 mots, ça dit clairement que ce n'est pas le transport. Parce que le transport, c'est 1 heure par jour, disons, ou ce qu'on voudra. Hein. Le transport, c'est une parenthèse. C'est entre deux, c'est entre A et B. Enfin, on peut le traduire comme on veut, mais le transport, c'est un petit bout de la vie. Il est agréable, pas agréable, ce qu'on voudra, mais c'est une parenthèse. Vivre mobile, non. Vivre mobile, c'est la vie. Vous voyez. Donc ces 2 mots ont été pour moi le déclenchement de comprendre que nous étions en train de vivre un changement de signification. Je préfère presque dire ce mot-là. Hein. Les mots n'ont pas le même sens. Les mots changent de signification. C'est ça les grands changements. Hein. C'est des changements dans le vocabulaire et dans l'expérience. Un changement de paradigme, comme on dit. Alors, ce changement, voilà, si je devais le traduire encore autrement, je dirais, voilà, pour forcer encore un peu, hein, la mobilité n'est pas une activité. Voilà. Ce n'est pas une activité particulière, comme le transport ou le déplacement. La mobilité, c'est un mode de vie. On pourrait presque dire que c'est un mode d'existence. C'est un régime existentiel différent, non seulement d'ailleurs des humains, mais même des objets. Les objets deviennent mobiles, évidemment. Ils ne deviennent pas mobiles simplement physiquement. C'est la définition même qui devient mobile. Vous voyez ? J'en donnerai quelques exemples. Nous, rentrer dans la mobilité, c'est rentrer dans cette nouvelle forme d'organisation, forme de vie, qui est complètement différente. Et le transport devient un petit bout de tout ça. Et si vous ne plongez pas le transport dans cette mutation complète, eh bien, vous raisonnez vraiment avec des concepts qui deviennent obsolètes. Alors, ce changement de paradigme va affecter énormément de choses. Je passerai quelques-unes en revue. Ça change notre rapport au temps et à l'espace. Voilà, donc je vais en dire quelques... Alors, oh là, c'est dommage, il y a beaucoup de décalage dans les planches. Alors, la première expression très intéressante à comprendre pour cette mobilité, c'est qu'au fond, la vraie formule de ce nouveau paradigme, c'est même pas la mobilité, c'est la vie mobile. Hein. Donc, puis c'est le vivre mobile. Alors cette vie mobile, si je veux vous la raconter, enfin vous l'expliquer simplement, justement avec cette démarche très pédagogique qui est le contraste entre un paradigme A et un paradigme B en quelque sorte. Hein. C'est ce que j'appelle parfois pour m'amuser un delta P, ces petites formules pseudo-mathématiques. C'est l'écart paradigmatique. Hein. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est pas tellement les paradigmes en eux-mêmes, c'est les écarts. Les shifts, comme on dit, hein. C'est les paradigmes shift, comme on le dit en anglais. Eh bien, cet écart-là, pour le comprendre bien, c'est intéressant d'opposer le paradigme émergent de la vie mobile à un paradigme dominant, encore dominant, auquel je donne un nom assez simple, j'appelle ça la vie fixée, ou la vie postée. Vous savez, la vie postée ou la vie fixée, c'est que chacun est à son poste. C'est ça le paradigme encore un peu dominant, bien que de moins en moins. La vie postée ou la vie fixée, c'est chaque chose est à sa place, chaque activité a son lieu. Je travaille dans un lieu de travail. Voilà. J'étudie dans un lieu d'études. J'achète dans des magasins, etc., etc. Chaque activité de la vie, absolument chacune, est affectée à un lieu fixe. Et cette fixation, elle est triple, elle est géographique, c'est quelque part, elle est fonctionnelle. À l'école, on étudie et on fait que ça, etc. Et cette double ou même triple fixité, si on rajoute une fixité symbolique, c'est ça le mode de vie dominant, traditionnel, si vous voulez, qui, bien sûr, est en train de s'estomper. De plus en plus, il y a une défixation. Cette défixation, ça ne veut pas simplement dire que les choses se font sur des roulettes, en bougeant. Ça veut simplement dire, par exemple, je travaille ailleurs qu'au lieu de travail. Bon, aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, mais vous voyez, c'est une mutation énorme. Il n'y a plus d'association obligatoire entre des activités et des lieux. Vous voyez, c'est ça le paradigme de la vie mobile. Il y a une défixation du couplage lieu-activité.
Eh bien, ça a des conséquences énormes. Et alors, la première chose que je veux mentionner, c'est que c'est dans ce paradigme de la vie fixée qu'on a le déplacement. Le déplacement, ça paraît bizarre comme formule, hein, ça appartient au paradigme de la vie fixée. C'est-à-dire, comme les activités sont en A et en B, eh bien, pour aller de A à B, on a du déplacement. Et c'est très important, parce que ça, dans ce paradigme-là, le déplacement ou le transport de A à B, c'est du temps perdu. Puisque le vrai temps pas perdu, il est en A ou en B. Puisque toutes les choses de la vie qui ont un sens se passent dans des lieux. Donc, entre deux lieux, c'est du temps perdu. Comme c'est du temps perdu, il faut accélérer. Donc, la domination de la vitesse, qui appartient au paradigme du transport, lequel appartient au paradigme de la vie fixée. Ce qui m'amène à dire que la vie mobile est très différente de l'agitation. L'agitation, enfin ce que j'appelle l'agitation, l'agitation, ça veut dire être constamment en train de bouger. Le constamment en train de bouger, ce n'est pas la vie mobile, c'est la vie fixée. Je joue beaucoup des paradoxes, mais c'est clair, je crois. Alors, donc, vous voyez, donc le paradigme de la vie mobile, ça nous amène à une notion extrêmement large de défixation. C'est ça la vie mobile. On défixe le couple lieu-activité. On défixe également le couple temps-activité. On peut faire des choses en dehors du temps prévu. On défixe les identités des objets. C'est ça peut-être le plus important. Il y a une mobilité des identités des êtres et des objets. On vit dans un monde fluide qui, parfois d'ailleurs, nous déstabilise. C'est le cas de le dire. La mobilité, c'est la déstabilité. Et parfois, ça n'a pas que des avantages, bien entendu. Voilà, alors vous voyez, ça c'est le premier aspect extrêmement important de comprendre. Je dis brièvement, mais c'est ça les choses aussi les plus concrètes, c'est une transformation, une révolution même de notre rapport à l'espace et au temps. Voilà, c'est une révolution spatio-temporelle. Le rapport au temps, je l'ai déjà dit, c'est très clair, on dépasse la vitesse. Puisque la vitesse est une valeur du paradigme ancien, ou du paradigme dominant de la vie fixée. Pourquoi on dépasse la vitesse? C'est que tout simplement, le temps du transport est un temps perdu, mais le temps de mobilité n'est pas un temps perdu, puisque la mobilité, c'est la vie. Ce n'est pas un temps perdu. Parfois, on peut vouloir aller vite, si on veut, hein, mais par définition, le temps de la mobilité n'a plus à être un temps perdu. Donc, il n'y a pas de raison d'aller vite. En tout cas, pas forcément. On peut même aller jusqu'à des formules assez curieuses, comme habiter la mobilité. On habite mobile. Vous voyez, on vit mobile. Tout ça a été dit dans les deux mots initiaux. On peut habiter dans la mobilité. Il y a même quelque chose qui, moi, m'a l'air très amusant, très intéressant. Beaucoup de choses se transmutent. Par exemple, la notion d'attente disparaît. Vous n'attendez plus le bus. Vous savez que le bus va arriver dans 10 minutes, et pendant ces 10 minutes-là, vous faites plein de choses. Vous faites votre courrier, vous faites autre chose, etc. Le concept d'attente est un concept qui appartient à la vie fixée. Il disparaît. Et même, pour aller encore plus loin dans les choses extrêmement étranges et à venir, c'est que même le couplage entre l'activité et la durée se transforme. Vous savez, pour prendre des expressions banales, on croit toujours qu'une activité, ça prend du temps. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toujours frustré. On manque de temps parce que la journée n'a que 24 heures, ce qui est une absurdité. 24 heures, c'est nous qui avons décidé. Hein. Bon. Donc, on croit qu'une activité, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais non. Dans une vision différente, une activité, ça crée du temps. Ça produit du temps. Oui. Bon, je ne peux pas développer ça, hein, mais ça peut aller jusqu'à ce genre de bizarrerie conceptuelle. Sortir de l'idée qu'une activité, ça prend du temps. C'est ce qui est la frustration de notre modernité. C'est terrible d'ailleurs ça. Une activité, ça fabrique du temps. Bon, vous voyez jusqu'où on peut aller dans le rapport au temps. Alors le rapport à l'espace, c'est presque aussi fort, même plus. La notion de lieu change, voilà, tout simplement parce que la notion de lieu, dans le paradigme classique, le lieu c'est A et B, c'est-à-dire c'est l'origine et la destination du déplacement, n'est-ce pas? Le mot déplacement est parfait. Déplacement, ça veut dire aller de place en place. Il est très bien nommé. La mobilité, c'est pas d'aller de place en place. Voyez. Donc le lieu n'est plus A, B, origine, destination. Le lieu, c'est où je suis. Le lieu, c'est où je croise quelqu'un, c'est une rencontre. Donc c'est une intersection de trajectoire, pour le dire en termes géométriques. Le lieu est une intersection de trajectoire. C'est ce qu'on fait tous les jours avec le téléphone mobile, d'ailleurs. On donne des rendez-vous sans fixer le lieu. Bon. Alors, vous voyez, tout ça nous amène très loin. Et en particulier, ça m'amène à formuler encore une fois un concept curieux, bizarre, celui du lieu mobile. Normalement, un lieu mobile, ça ne veut rien dire, puisque le lieu, c'est par définition ce qui est fixe. Eh bien, on voit apparaître ce concept de lieu mobile. On pourra en voir des exemples, ou celui de corps mobile. Alors, très important, j'insiste sur une image, cette image-là que je trouve très, très parlante, c'est l'image du surf et du surfing. Au fond, le surf, c'est l'image même de la mobilité moderne, si je peux dire. Pourquoi? Parce que le surf, d'ailleurs,
Curieusement, celui qui a très bien nommé le concept du surf, c'est Jules Verne. Vous voyez, quand même, c'est drôle. Hein. Jules Verne, dans 20 000 lieues sous les mers, que à mon âge, dans ma génération, on lisait quand on était adolescent. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Il y a un très beau mot en latin, c'est le capitaine Nemo. Hein. Il a une devise. Sa devise, c'est ce petit mot latin, mobilis in mobile. Ça veut dire mobile dans le mobile. En fait, hein. C'est-à-dire que c'est le sous-marin il est dans le fluide. C'est mobile dans le fluide. Donc c'est ce redoublement, vous voyez, qui était formidable. Or, c'est exactement le surf. Hein. Je bouge sur quelque chose qui bouge, qui est la vague, n'est-ce pas? Or, curieusement, ce mot de surf et de surfing est devenu vraiment, c'est répandu en dehors de l'eau. On surfe sur Internet, voilà, ou même un surf urbain. Curieusement, ce concept, cette image du surf, que Jules Verne a nommé au XIXe siècle. C'est en ça, d'ailleurs, que la littérature est un moyen de prospective. Non pas parce que Jules Verne a imaginé des choses techniques, parce qu'il a le langage. C'est la langue qui nomme autrement les choses. Bon, voilà, donc je ne développe pas, mais vous voyez comment le surfing nous donne une image excellente de ce que c'est que la mobilité. Alors voilà, donc la vie mobile, c'est un changement profond de notre rapport à l'espace et au temps, de notre rapport au travail, voilà, de notre rapport au corps, de notre rapport aux autres. On peut presque dire que la mobilité, c'est une espèce de transformation anthropologique. Ça change presque la nature de l'homme. En vérité, ça ne change pas la nature de l'homme. L'homme a toujours été, j'appelle ça moi homo mobilis, pour lui donner justement un petit parfum d'anthropologie. L'homme a toujours été mobile. C'est plutôt la modernité qui a fait un effet réductionniste. La modernité, ça consistait à réduire la mobilité en déplacement. C'est à nous rendre fixes, sauf quand on bouge. Alors que la nature humaine, en quelque sorte, est foncièrement mobile. Et foncièrement mobile, ça ne veut pas seulement dire bouger, d'ailleurs. Hein. Ça veut dire bien plus que ça. Ça veut dire une fluidité, y compris dans la définition de ce qu'on est. Alors voilà, donc j'en ai fait un livre qui s'appelle Homo Mobilis. Je le mentionne simplement parce que je lui ai donné 2 sous-titres sur lesquels je reviendrai, qui sont intéressants. Le premier, c'est une civilisation du mouvement, et je viendrai sur ce que ça veut dire, civiliser. Ce n'est pas seulement la civilisation au sens quelque chose de dominant, mais l'action de civiliser. Et le deuxième, c'est l'éloge de la reliance, parce qu'en effet, le mot reliance est un des mots que j'ai introduit pour dire autre chose que vitesse, par exemple. La mobilité, ça ne sert pas à la vitesse, ça sert à la reliance, par exemple. Vous voyez comment on transforme le vocabulaire. Alors, voilà, je ne veux pas développer, mais cette défixation du couplage entre lieu et activité, ça peut aller très très loin. Hein. Bon, non seulement on travaille dans les jardins, on travaille chez soi, etc. Pour le travail, c'est évident. On a des tiers-lieux, du coworking. Enfin bon, voilà, tout ça est devenu presque banal. C'est intéressant de voir que ça va dans d'autres domaines. Par exemple, parler d'agriculture urbaine, c'est quand même bizarre. A priori, la ville, c'est pas la campagne. Voilà, c'était ça la ville. La définition ancienne de la ville, c'est que la ville, c'est l'opposé de la nature ou de la campagne. Maintenant, on fait de l'agriculture. Alors, j'ai repris le titre de Gilles Clément. Jardin en mouvement. Bon, je ne vais pas le commenter, mais c'est intéressant qu'il ait tenu à... le commenter parce qu'il a déjà été commenté par Gilles Clément lui-même, et ici même, voilà, on peut retrouver la vidéo. Voilà, c'est ça, il a appelé ça jardin en mouvement. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que les jardins en général, c'est pas en mouvement. Oui, pourquoi il appelle ça jardin? Voilà, ce serait très intéressant de revenir. La vie mobile, c'est ça. Même les jardins ont une mobilité. Ça ne veut pas dire qu'ils courent sur leurs pattes, non. Mais c'est ça la mobilité. La vraie mobilité, c'est ça. C'est pas le déplacement. Voilà, donc on peut parler d'amour mobile, de sommeil. Enfin, on peut appliquer la mobilité à extrêmement grand nombre de choses. Alors j'ai mis ça en petit quelque part. Il ne s'agit pas simplement de transposer, de faire la même chose en mobile. Le passage en mode mobile est une recomposition et pas une transposition. Ça réinvente. Le travail mobile, ce n'est pas le même que le travail fixe, juste déplacé. Hein. Voilà, alors on pourrait gloser sur beaucoup de choses. La question du corps mobile est devenue très intéressante. Je fais juste un petit aparté là-dessus, parce que depuis que la médecine nous impose presque de marcher 10 000 pas par jour au minimum, ou de faire du vélo, eh bien, on comprend que la mobilité, ça sert à autre chose qu'à aller quelque part. Ça sert à être en bonne santé. Mais ça change la définition. La mobilité, ça sert à être en bonne santé. Ça ne sert pas à aller quelque part seulement. Vous voyez, comme complètement, ça change la définition même de ce que c'est que la chose. Hein. Bon, alors en vérité, au-delà même de la bonne santé physique, on peut parler de développement personnel, enfin bon, au sens large du terme. Hein. C'est mieux que le yoga, la mobilité, si je peux dire. Enfin mieux, c'est comme le yoga, c'est comme plein de choses. Hein. Ça fait du bien à la psyché, ça fait du bien socialement, évidemment. C'est l'essentiel. Bon, vous voyez comment on peut redéfinir complètement. Et puis il y a des dimensions, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, de l'esthétique de la mobilité. Vous voyez. Alors pour parler d'esthétique, j'aime beaucoup citer un petit livre très méconnu de Balzac, 1833. Balzac a écrit un livre que personne ne connaît qui s'appelle Théorie de la démarche.
C'est beau comme titre. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le raconter, mais il dit là-dedans, je dis une petite phrase. Un jour, dit-il, j'ai posé mon fauteuil sur le boulevard de Strasbourg, à Paris, et j'ai regardé marcher les gens. Et ce jour-là, j'ai fait les observations les plus extraordinaires de ma vie. Ouais, c'est ce qu'il dit. Regardez les gens marcher. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en français, encore une fois, une question de langage. En français, on a la chance que le mot marche et le mot démarche, c'est presque le même. C'est pas le cas en anglais. Hein. Bon. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marche sans démarche. La démarche, c'est le style de la personne. Vous voyez? Il n'y a pas de marche qui n'exprime pas votre personnalité. Et le vélo aussi. Ça m'intéressait beaucoup d'ailleurs, le vélo comme forme d'expression. Peut-être même la voiture d'ailleurs. On voit bien qu'il y a des personnalités. On voit bien que la mobilité a une dimension foncièrement expressive. Marcher, c'est dire qui on est. Ou dire dans quel état on est, si on est fatigué et de bonne humeur. Vous voyez, c'est très important de restituer à la physique de la mobilité une dimension expressive, symbolique. Vous voyez, ça, si on le coupe, eh bien on est des barbares. Enlever la démarche, c'est transformer les êtres en robots, si je peux dire. Et encore, même les robots, ils ont des démarches. Hein. Donc, vous voyez, alors c'est ça la modernité. La modernité, c'était de mesurer la marche en kilomètres/heure. Ou autre chose, vous voyez. De rater le fait que la marche est une signature sociale, d'ailleurs aussi, hein, personnelle des époques. Bon, il y a beaucoup d'écrits sur la démarche, d'ailleurs de Marcel Mauss a écrit des choses extraordinaires. Voilà, alors je passe, mais c'est un bon exemple de l'approche non réductionniste de la mobilité. Alors, je dis un petit mot bref sur les objets. Enfin, ça, c'est la question d'innovation. Ce sera un très long sujet. Hein, parce qu'en effet, le changement de paradigme affecte grandement toute la question des outils, évidemment, les outils du transport. Hein. Les outils sont en train de se transformer. J'ai mis en bleu quelques mots qui me paraissent intéressants à signaler. De plus en plus dans les théories de l'innovation, justement aujourd'hui, auxquelles je participe aussi, on est déjà au-delà de l'opposition tradition-innovation. Alors, c'est ça qui est important. Hein. Habituellement, ou bien on est traditionnel, ou bien on est nouveau. Bon, eh bien, on est en train de dépasser ça. On est en train de dépasser l'idée qu'il y a une opposition entre patrimoine et création. Qu'au contraire, une bonne vision du patrimoine, c'est un outil pour la création. Enfin, en tout cas, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais c'est très important que sur le plan même théorique, d'ailleurs, ce n'est pas simplement de réflexion générale, on commence à voir comment ces couples d'opposés ne sont plus opposés. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir comment cette notion même de mobilité, de défixation, parce que j'ai traduit la mobilité par défixation, c'est une défixation qui atteint l'identité des objets. Les objets changent dans leur identité même. Ce n'est pas seulement qu'ils bougent géographiquement parlant. Alors l'exemple quand même le plus banal aujourd'hui, c'est quand même le smartphone. Le smartphone est un très bon exemple, parce que le smartphone, on ne sait pas ce que c'est, si je peux dire. La seule chose, je dis souvent dans mes présentations, la seule chose de clair qu'on puisse dire sur un smartphone, c'est que ce n'est pas un téléphone. C'est tout. Ça, c'est clair. Parce qu'on s'en sert que 10%, même pas, pour téléphoner. Donc, ce n'est pas un téléphone. Voilà, ce n'est pas un téléphone à beaucoup d'égards. Par contre, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, parce qu'il va encore changer. Donc, qu'est-ce que c'est? Il fait tellement de choses. Et lesquelles? Bon. Donc, alors, ça, c'est intéressant. C'est ça, la crise des objets. Le smartphone est un objet en crise permanente. Sa définition même n'est pas fixée. Voilà. Donc, j'aime bien utiliser la formule de Magritte, vous savez, c'est ce fameux tableau avec une pipe où il dit « ceci n'est pas une pipe ». Je trouve que la formule « ceci n'est pas », là aussi, c'est un prospectiviste, Magritte. Aujourd'hui, on peut dire « ceci n'est pas » pour un train, pour une voiture, pour plein de choses, même une ville. Ceci n'est pas une ville. Qu'est-ce qu'une ville? On ne sait pas ce que c'est qu'une ville. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une ville. Là, on commence à devenir ouvert. Quand vous croyez que vous savez ce que c'est que vous avez déjà rabattu sur le passé. Alors, bon, on peut dire beaucoup de choses. Bon, une chose qui m'avait amusé à un moment donné, pour voir cette crise des identités, crise des concepts, crise des paradigmes, j'avais forgé il y a quelques années ce mot qui n'a rien de fabuleux, hein, le TPI, simplement pour le plaisir du paradoxe. Si vous pensez à Vélib, enfin, etc., hein, au vélo partagé, à l'auto partagé, enfin, toutes ces formules-là, on peut les appeler des transports publics individuels. Ce qui est normalement une contradiction, hein, c'est un oxymore, comme on dit, puisque le transport public, normalement, se définit comme étant non individuel. Donc, transport public, ça ne veut rien dire. Et pourtant, ça existe. Donc, oui, c'est ça qui est intéressant avec le langage. Quand une chose n'existe pas, est impossible, vous la nommez. Une fois que c'est nommé, c'est possible. Il suffit de nommer l'impossible pour qu'il soit pensable. Si vous ne le nommez pas, il est impensable. Voilà, donc enfin, c'est pas de la magie, hein, mais et donc l'importance dans la prospective, l'importance de nommer des paradigmes impossibles. Et lorsque vous les nommez, vous pouvez en parler. Et si vous pouvez en parler, vous pouvez commencer à raisonner, à travailler, à discuter, à innover. Voilà, donc le TPI, c'est tout bête. Alors, quand même, pour l'aspect critique, je disais toujours que la prospective, c'est toujours à la fois critique et propositionnel. Eh bien, si vous prenez au sérieux le TPI, ce qui est mon cas,
Ça veut dire que le transport public est une notion périmée. Voilà. C'est cruel, surtout pour quelqu'un qui est un ancien de la RATP. Mais ça veut dire aussi que le transport individuel est périmé. C'est l'opposition TP-TI qui est périmée. Voilà, c'est ça. Bon, pour dire ça simplement. C'est important, parce que si des gens et des hommes politiques vous disent on va privilégier le transport public, mais ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut pas rien dire. C'est même bien, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez vous intéresser vraiment au futur, c'est-à-dire à ce qu'il y a d'ouvert dans le futur, d'inconnu dans le futur, il ne faut pas utiliser les mots anciens uniquement. Si vous parlez de transport public, vous pensez au XXe siècle. Bon, c'est bien le XXe siècle aussi d'ailleurs, hein. Il n'était pas si mal. Mais si vous voulez vraiment réouvrir, vous oubliez ces mots-là. Oubliez le mot transport. Oubliez. Oubliez. Donc c'est pas il faut se déplacer moins. Oubliez le mot déplacement. C'est fini. C'est un mot qui n'est plus porteur d'avenir. C'est pas qu'on ne peut pas continuer. Hein. Si vous voulez vraiment ouvrir des horizons nouveaux, changez de mot. Voilà, bon, que je ne développe pas. Alors tout ça, c'est aussi des notions d'hybridation. TPI, c'est une hybridation entre TP et TI. Il y a beaucoup d'hybridations, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est même une des modalités principales de l'innovation aujourd'hui. Il y en a une que je trouve intéressante. Parce que il y a eu les hybridations du bus et du métro, mais enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. L'hybridation quand même du physique et du virtuel est intéressante, c'est vrai. Parce que là, ça provoque... Alors, moi, personnellement, je ne suis pas très dans le virtuel. Moi, les jeux vidéo, c'est pas vraiment de ma génération, mais quand même, une fois j'ai joué, je raconte ça comme... Parce que moi, c'est les anecdotes, si vous voulez. Les anecdotes, c'est les moments où j'ai compris. Un jour, vous comprenez, subitement. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Un jour, on m'a fait jouer au tennis en Wii, la Wii de Nintendo, vous savez. Bon, moi, je ne suis pas sportif, hein, pas du tout. J'ai quand même joué 10 minutes. En 10 minutes, j'étais en sueur. Je me suis dit, donc c'est pas virtuel. Je précise, hein, pardon, c'est donc au lieu d'une manette, vous avez un manche qui mime une raquette de tennis finalement, et donc vos gestes se reproduisent dans l'écran. Ça mime rien, c'est juste une télécommande, quoi. Il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de balle, il n'y a rien. Il y a juste un écran et une télécommande, quoi. Bon, donc il n'y a rien de réel. Mais pourtant, vous jouez et vous transpirez. Donc, moi, j'ai dit, pour moi, la transpiration, c'est un signe du réel. Moi, j'ai dit, c'est pas virtuel. Bon, donc c'est pas du tout virtuel. Vous transpirez, vous êtes fatigué, enfin bon, etc. C'est très physique. On peut se blesser en Wii Tennis. Hein, oui. Bon. Donc c'est très physique, si on peut dire. Hein. C'est très physique, c'est très virtuel. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous pouvez qualifier quelque chose ? Vous ne pouvez pas dire que c'est pas virtuel. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas physique. Donc les concepts de physique et de virtuel sont inappropriés. Et c'est pas non plus simplement un mélange des deux. C'est pas de l'eau tiède, si je peux dire. Hein. Non, c'est un concept inconnu. C'est ça les concepts. C'est ça qui est intéressant. Il y a des concepts innommés. C'est pas nommé. Alors moi, comme j'aime bien chercher des noms, j'ai pas trouvé, j'ai appelé ça le Wii. Bon, ça s'appelait Wii. Alors j'appelle ça la Wii réalité. Bon, je sais pas comment, vous voyez, ça s'appelle le Wii tennis. Alors je fais de la prospective, je prévois, je me dis un jour on aura des Wii services de mobilité urbaine. Je sais pas ce que c'est, mais ça sera à la fois intimement physique et intimement virtuel. Vous pourrez pas dire que c'est pas physique. Vous pourrez pas dire que c'est pas virtuel. Je ne sais même pas ce que c'est. Le travail du prospectiviste, c'est justement de dégager des espaces qui ne sont pas saturés. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux le nommer. J'appelle ça déjà du Wii mobilité urbaine. Bon. Alors, il y a quand même des choses qui existent, hein, qui sont stupéfiantes, c'est vrai. L'imprimante 3D, c'est quand même stupéfiant. C'est de la mobilité ou c'est pas de la mobilité ? Bon. Est-ce que c'est du transport ? Il y a bien un objet qui n'était pas là qui est là. Bon, donc on a déjà en fait des indices, des formes stupéfiantes, enfin elles sont stupéfiantes simplement parce que nous n'avons pas les concepts, hein, c'est tout. Hein. Le stupéfiant, c'est ceux pour lesquels nous n'avons pas de langage. Et la prospective, ça consiste à ça. Bon, je crois qu'il faut que j'accélère. Voilà, donc je dirais un mot en passant simplement de l'automobile. Hein. Donc l'automobile, on est en train de dépasser, si je peux dire, non seulement le transport individuel, comme je le disais, hein, donc on est dans le TPI, voilà. L'automobile de demain, c'est pas un transport individuel. Voilà. J'appelle ça parfois le NP-NCNV, enfin ça nous amènerait un peu loin. Hein. Voilà, parce qu'au fond, le paradigme ancien du XXe siècle, c'était un propriétaire, un conducteur, un véhicule. C'était ça l'automobile. Hein. C'est pas un châssis avec un moteur. Hein. C'est un propriétaire, un conducteur, un véhicule. Nous sommes en train de passer à XP, YC, ZV. Bon, je ne détaille pas. Mais vous voyez, ça ouvre le champ énormément. Ça joue énormément le champ. Hein. L'équation a changé, si vous voulez. On a quitté le transport individuel. Bon. La voiture particulière, comme on l'appelait, la VP. Bon. Eh bien, bon, donc ça, on a dépassé ça, ça y est, c'est déjà fait, ça aussi, je peux dire. C'est en train de se faire. On va aller beaucoup plus loin en termes d'automobile. Donc, moi, je vois deux alternatives au véhicule. On va dépasser le véhicule, si vous voulez. Le véhicule est un mot du passé, lui aussi. Oubliez le véhicule. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que le véhicule ? Eh bien, surtout avec la voiture autonome, lorsqu'elle viendra, ça sera un lieu mobile. Voilà, au fond, puisqu'on va travailler, on va faire autre chose que conduire. Donc, ça sera un lieu. Ce sera un lieu sur roue.
Voilà. Donc, on va voir apparaître cette notion bizarre de lieu mobile, elle est déjà concrète. Hein. Bon. Et puis on va avoir l'autre alternative à l'automobile, c'est le corps mobile, bien entendu. Hein. C'est le corps, le vrai véhicule. Le vrai automobile au sens propre d'ailleurs. Hein. Si on fait de l'étymologie, auto, ça veut dire par soi-même. Eh bien, le véritable automobile, c'est le corps. Et l'avenir, c'est le corps équipé, le corps intelligent, enfin, etc. Voilà, donc je ne développe pas. D'ailleurs, ça m'amène à parler de la marche, qui est un de mes grands sujets de prospective. Le futur, c'est la marche, bien sûr. Hein. Bien sûr, c'est la marche. Simplement, il faut voir la marche non pas comme un vieux truc du passé qu'il faudrait préserver, pas du tout. La marche, c'est l'inconnu. Donc j'appelle ça parfois la cellule souche, c'est une métaphore biologique, hein, pour dire que toute la mobilité, elle est à base de marche, au fond. Ce qui est évident, hein. Évidemment. Si vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas prendre rien du tout. Voilà. Donc le vrai concept, c'est le corps mobile. Alors, et on aura des hybridations. On a déjà des hybridations, ça fait longtemps d'ailleurs. Hein. On a inventé les chaussures. Les chaussures, c'est pas naturel, n'est-ce pas? Bon. Donc ça fait longtemps. Alors je prends un exemple que je trouve toujours très amusant, c'est le vélo. Tiens. Le vélo. En français, on a la chance, encore une question de langage. Hein. Les Anglais n'ont que le bicycle, hein, n'est-ce pas? Nous, on a vélo et bicyclette. Bon. Le vélo est un mot intéressant, parce que le mot vélo vient de vélocipède, et le mot vélocipède vient de vélox bipède. Vélox bipède, ça veut dire le bipède accéléré. C'est un homme augmenté. Parce que le bipède, à l'origine, on le voit bien dans l'image de la Drésienne, c'était bel et bien un homme qui était augmenté avec 2 roues. Vous voyez, quand on disait vélox bipède, on ne parlait pas de la machine, on parlait de l'homme. C'était l'homme augmenté de 2 roues. Il n'y avait même pas de pédalier à l'époque, hein, dans ces machines-là. Donc c'était déjà l'homme augmenté. Si je peux dire. L'homme augmenté, ça remonte à loin. Donc on peut se dire qu'on va avoir l'homme augmenté. Alors on peut être effrayé de tout ça, bien sûr. Hein. On peut trouver que c'est le transhumanisme, hein, etc. L'homme-machine, bon, le robot, enfin, tout ça peut faire partie et de nos fantasmes, et de nos désirs, et de nos angoisses. Mais enfin, en tout cas, cette notion que le corps devient l'essentiel de la mobilité. Voilà, alors je viens au dernier chapitre, hein, je vois que David regarde sa montre. Pardon, j'ai une mission à tenir qui est notamment l'horaire, effectivement, mais on vous écoute avec une attention plus que soutenue. Donc, parlons maintenant de la dimension culturelle qui est peut-être l'essentiel quand même, hein, surtout en termes de prospective. La dimension culturelle, c'est ce que j'appelle justement la civilisation. Il faut civiliser le mouvement. J'aime bien cette expression civiliser parce que la civilisation humaine, c'est la civilisation du feu. On a domestiqué le feu. Bon, il y a des chercheurs qui parlent du numérique comme un feu, une espèce de quelque chose qui détruit d'ailleurs. Le feu, ça détruit ou ça, au contraire, voilà, ça nous permet de construire. C'est l'ambivalence du feu de l'origine. Hein. C'est l'incendie ou au contraire l'énergie. Et même l'énergie, d'ailleurs, elle est ambivalente. C'est très, très ambivalent, le feu. Eh bien, le numérique, il est ambivalent. Il détruit des emplois, il détruit la presse, et en même temps, il crée... Bon. Donc, on est toujours dans cette ambiguïté. La mission de la civilisation, c'est de civiliser le numérique. Nous sommes à une époque où il faut civiliser le numérique. C'est pour ça que je réagis souvent contre le smart, moi. Hein. Le smart, on croit que le smart va nous rendre intelligents. Non, c'est à nous de rendre civil le smart. La smart city, c'est quand la city rend civilisé le smart. Et non pas quand le smart rend intelligent. La ville est beaucoup plus intelligente, bien sûr, que l'Internet. Beaucoup plus intelligente. Et c'est à elle, parce qu'elle a une intelligence sociale, politique, humaine, etc., esthétique. Donc voilà. Alors, donc je parle de civilisation. Alors, voilà. Donc en termes de changement de paradigme, nous sommes en train, encore une fois, de passer des valeurs, puisque je parle de valeurs, là, d'un paradigme ancien des valeurs au nouveau. Alors, je leur donne des noms. La valeur à l'ancienne, j'appelle ça le transit. Voilà, c'est un mot simple pour dire vite et loin. C'est tout simple. La valeur traditionnelle du transport ou du transit, etc., c'est vite et loin. C'est simple. Voilà. Et c'est bien parce que ça se mesure. On a vécu là-dessus. On a vécu uniquement sur vite et loin. Kilomètre, kilomètre-heure. Voilà. C'était très bien. Eh bien, on passe à une autre valeur. J'appelle ça la valeur de reliance, qui est le lien, le soin. Alors, pour donner une métaphore ou une image, on peut dire qu'on passe, comme image, ce n'est qu'une image, hein, du rapport au territoire qui est traverser le territoire, sans le toucher, en quelque sorte, enfin, en le coupant en général. Hein. Et c'est l'autoroute ou le train à grande vitesse, ou le métro d'ailleurs. Hein. Traverser le territoire avec comme valeur principale la fluidité, la vitesse, le site propre. On traverse. Et on coupe par la même occasion d'ailleurs. Hein. Parfois on ne coupe pas si on passe en dessous.
Eh bien, deuxièmement, on passe à autre chose, alors j'ai pris la petite route un peu idyllique de campagne, c'est presque une image d'Épinal, mais quand même, c'est juste pour opposer les images. Eh bien, cette image-là, moi j'appelle ça épouser le territoire. Vous voyez, on peut même parler de caresse territoriale. Enfin là, je me laisse aller, si je peux dire. Allons-y, parlons des caresses territoriales. Cette image est une caresse mais territoriale. Oui, voilà, on caresse le territoire, c'est presque un massage. Vous voyez, bon, ça là, fait... Par contre, oui. Non, mais ça fait du bien. Non, mais le massage qui est bien, c'est que ça fait du bien aussi bien à celui qui est massé qu'à celui qui masse. Oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, la mobilité comme caresse et massage, ça fait du bien au territoire. Vous voyez, c'est ça, c'est très important, que la mobilité, ça fasse du bien au territoire, en même temps que celui qui... Bon. Voilà, alors les valeurs, les mots, il y a beaucoup de mots, je n'ai pas le temps d'en parler en détail. C'est un mot que j'ai inventé il y a quelques années, l'adhérence. Plutôt que la vitesse, l'adhérence. Coller au terrain. C'est presque tactile, si vous voulez. L'adhérence, la sérendipité, les bonnes rencontres, la reliance, les rencontres, etc. Oui, bon, je ne détaille pas, mais vous voyez, les valeurs sont complètement opposées. D'un côté, il y a d'ailleurs un mot qui était frappant à une époque, on en parlait encore d'ailleurs, c'était le passe sans contact. Moi, je me révoltais contre ce mot-là. Parce qu'on a fait du mot sans contact une valeur. C'est quand même terrible. Comme si sans contact, ça voulait dire bien. Mais c'est affreux. Le contact est une valeur. Donc avoir utilisé le mot contact pour en faire une valeur négative, pour dire que le sans contact, c'est bien, c'est efficace, c'est affreux. Moi, je proposais d'ailleurs qu'on dit, plutôt que de passe sans contact, je dis appelez ça un passe fluide. Mais pas sans contact. Parce que vous dégradez ce magnifique mot. Bon, voilà. Mais c'est ça la culture. Et on ne se rend pas compte. Et on est travaillé par ça. Alors, je finis presque là. On peut aller au-delà de tout ça encore, vers ce que j'appelle moi un art de vivre mobile. Alors c'est un peu trop beau, mais enfin, pourquoi? Alors je ne lis pas en termes simplement métaphoriques. Il y a une analogie. Vous voyez, il y a beaucoup d'analogies. C'est toute la démarche, ma démarche de prospective est une démarche poétique, si je peux dire, foncièrement poétique, qui utilise, foncièrement, c'est en tout cas un usage. Eh bien, parce qu'à la fois il y a du langage, et à la fois il y a des analogies, des métaphores, etc. Une des analogies qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport entre ces deux mots, manger et bouger. Et c'était une campagne de santé. On entend encore, manger et bouger, 5 fruits et légumes par jour. Simplement, quand on dit manger et bouger, ça veut dire quand vous avez fait un bon repas. Moi, je le prends on va le faire ensemble. Oui, non, en tout cas, et en plus, faites un peu de gym après. Bon, moi, je le prends autrement. Vraiment, je prends au sérieux une analogie profonde entre la fonction anthropologique du manger, puisque c'est une fonction biologique fondamentale, et la fonction essentielle du bouger. Ce sont deux dimensions du vivant, même, pas seulement de l'humain. Alors, simplement, l'analogie, je la fais parce que quand il s'agit du domaine du manger, on a très bien compris que le manger, ça ne se mesure pas uniquement en kilocalories, etc. On sait que le manger, c'est pas seulement de la biologie, c'est même de l'industrie. Mais c'est aussi la convivialité, le rituel, la géographie, l'histoire, la mémoire, la culture, etc. On sait tout ça. Le manger a une fonction culturelle au sens large du terme, extrêmement riche. On le sait très bien en France, partout d'ailleurs, que manger, c'est bien autre chose que de se remplir de calories. C'est porteur de richesse culturelle, sociale énorme, énorme. Bon, eh bien, pourquoi pas le bouger? Voilà, c'est très simple. Alors, je fais mes petites analogies. Je dis, dans le domaine de la nourriture, on a inventé la malbouffe. N'est-ce pas? On sait ce que c'est la malbouffe. C'est pas seulement d'ailleurs le junk food, l'américaine, c'est-à-dire des produits industriels. Ça veut dire pas de rituel, pas de temps, etc. Eh bien, je crois que nous sommes aujourd'hui dans la malmouve. Voilà, on invente des mots. Nous sommes aujourd'hui dans la malmouve. Les trains bondés, les autoroutes saturées, c'est de la malmouve. C'est pas de la mobilité. Vous voyez, il faut lutter contre la malmouve, comme on lutte contre la malbouffe. Et au fond, là, pourquoi je parle de ça en termes de régulation? Aujourd'hui, on a aussi compris que par exemple, la lutte contre l'obésité, on peut se rendre coupable. Enfin, voilà, c'est bien. On peut avoir des actions violentes. On peut se mettre des anneaux dans l'estomac ou je sais pas trop quoi. Bon, mais aussi on dit aujourd'hui que la culture, la bonne nourriture, le bon goût, retrouver le goût, retrouver le sens de la rencontre, etc. Ce serait peut-être la meilleure lutte contre l'obésité. Et nous sommes aujourd'hui, encore une fois, pour inventer quelques petits mots comme ça, nous sommes dans la mobésité, bien sûr. Il y a trop, voilà, je rejoins notre thème, il y a trop de mobilité, il y a trop de déplacements en vérité. Donc j'appellerais ça la mobésité. Et pour lutter contre la mobésité, plutôt que de simplement taxer, on peut taxer aussi, mais il faut peut-être mobiliser la dimension culturelle, redonner du sens. C'est peut-être en redonnant du sens, en redonnant du goût, en redonnant des significations qu'on peut aller. J'ai presque fini, David. Oh là là, je sens qu'on va être difficilement à l'heure ce soir, mais allons-y parce que c'est passionnant. Mais c'est passionnant. Alors, en termes de politique publique, nous sommes quand même au CAUE.
puisque nous sommes au CAUE, quand même, c'est intéressant de réfléchir en termes de changement de paradigme de l'action publique aussi, ou de l'action des acteurs collectifs, disons, au sens large. Eh bien, on est en train de passer déjà de politique de transport à politique de mobilité. On ne dit plus politique de transport, d'ailleurs. Le mot est déjà presque disparu. On dit politique de mobilité. Je pense qu'il va falloir passer à la politique de la vie mobile. Parce que politique de mobilité, ça ressemble encore un peu à politique de transport. On a élargi au vélo, à la marche, enfin, au covoiturage, c'est bien. Mais on est encore un peu dans cette idée qu'il faut s'occuper des kilomètres. Il faut les faire mieux. Non. Et je pense qu'il faut faire un saut paradigmatique nouveau, y compris en termes de politique, passer aux politiques de la vie mobile, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte que simplement... Bon, voilà, et ben, j'ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup, Georges Amar, c'était passionnant. C'est marrant, tout à l'heure, j'ai commencé à vous présenter, j'ai utilisé le mot prospectiviste. J'ai eu une petite ouverture sur le mot poète en me demandant ce qu'il venait bien faire là, et voilà, vous ne m'avez pas répondu tout de suite, mais vous avez fait un exposé qui m'a fait bien comprendre effectivement le lien entre tout ça. On va vous entendre dans un instant, Alexandra Debazieux. On va voir, tiens, en quoi vous luttez contre la mobésité, vous aussi, avec vos trains. Alors, je pense qu'ils vont quand même bien droit, vos trains, et qu'ils vont d'un point A à un point B assez aussi vite que possible, si je puis me permettre. Pas tant que ça. Alors, ouais, ça, alors là, c'est génial. Effectivement, je vais vous présenter ce modèle-là, mais c'est toutes les réflexions qu'on a au sein de la coopérative, ce rapport au territoire, ce rapport quasi charnel aussi au territoire que vous évoquiez. Enfin, c'est complètement ça qui porte aujourd'hui le projet RICOP. D'accord, parce que j'allais dire, justement, j'allais dire, bon, c'est pas tant là-dedans, c'est plus dans les services, dans tout ce qu'il y a autour, mais alors vous allez pouvoir nous raconter tout ça. Peut-être juste avant un instant, un commentaire, on en a quelques-uns qui viennent. Et d'ailleurs, vous pouvez continuer à nous écrire, à nous laisser vos messages et aussi à nous faire part de toutes vos remarques à partir des discussions qu'on est en train de mener, et je me charge de les transmettre, notamment Dominique qui nous a dit pas mal de choses. Dominique qui nous parle de la caresse territoriale dont vous nous parliez. Ça lui fait penser, Dominique, à une vieille expression écolo qui disait: il faut courtiser la terre et non l'exploiter. Je trouvais ça assez joli. Et puis Dominique nous dit lorsque c'est un commentaire qui date du début de votre exposé, lorsque vous présentiez l'évolution des paradigmes dont vous nous parliez, elle dit: aïe aïe aïe, c'est Dominique qui dit ça, je sens que certains vont se saisir de ces différences de paradigmes pour se confiner encore plus dans leur vieux monde, entre guillemets, en refusant de s'ouvrir à d'autres paradigmes. Ce qui me semble important, c'est d'accepter de débattre sur ce sujet et de s'ouvrir à une autre conception du temps. Et ça m'amène à vous poser une question, Georges Amar, et pardon d'insister là-dessus si vous arrivez à m'y répondre de façon très courte, mais pour bien comprendre. On n'attend plus le bus, vous nous disiez aujourd'hui, parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais c'est quelque chose, à titre personnel, que vous appréciez? C'est bien de ne plus attendre le bus, ou alors ça vous manque un peu, cette attente? Quel est votre regard personnel là-dessus, au-delà des tendances qui se dégagent et dont votre métier est de les analyser? Pour répondre brièvement, c'est toujours difficile, mais c'était pénible quand même. Avant, quand vous êtes à l'arrêt de bus, vous ne savez pas du tout s'il va arriver dans 3 minutes ou dans 25 minutes. C'est vraiment aliénant. Vous ne pouvez pas prendre une décision. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Boris Vian dans un roman qui s'appelle L'automne à Pékin, où il raconte ça. Il dit: je suis à un arrêt de bus, comme j'en ai marre d'attendre, je vais au prochain arrêt. Comme par hasard, le bus passe entre les deux. Vous voyez, c'est assez rigolo. Hein. C'est aliénant de ne pas savoir si le bus arrive dans 5 minutes ou dans 30. Bon, maintenant, je sais. Comme je sais, je peux soit décider de ne pas attendre, je vais prendre un Vélib ou au taxi si je peux, ou je décide. Et on peut décider d'attendre. Ou je décide d'attendre, mais on décide d'assister, c'est ça que vous nous dites. Je m'assois ou je ne m'assois pas, je prends mon iPhone ou mon smartphone et je commence à regarder mon courrier. Enfin bon, on peut faire des choses, on n'est plus aliéné, on n'est plus. Et je pense. Alors, maintenant, si j'ai des regrets, j'ai un petit regret parce que je suis un peu tordu quand même. Hein. Bon, un tout petit. C'est vrai qu'à l'époque, on a été obligé quand même d'accepter les choses pénibles. Et maintenant, on ne supporte plus d'acheter. Alors, on devient exigeant. On ne veut plus perdre une seconde. Avant, on acceptait d'être soumis au destin. Le destin, bon, c'est pas un destin très terrible, mais enfin, est-ce que le bus va arriver ou pas? Bon. On acceptait ça avec fatalité. Bon, on disait, j'accepte parce que la vie est comme ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. Donc, on peut toujours voir le mauvais côté des choses. Hein. Voilà. Allez, on va ouvrir nos discussions. Sébastien Marek, et puis après on entendra Alexandra Debazieux. On accepte de prendre le train plutôt que l'avion, par exemple, et une prise de conscience chez les jeunes générations en particulier. Et c'est plus pénible. Ça peut être plus pénible de se déplacer pour la même distance, de prendre davantage de temps pour se déplacer. Mais en même temps, c'est plutôt optimiste en fait, par rapport peut-être qu'on devient plus exigeant. On fait par prise de conscience environnementale, voilà. Et voilà, on peut accepter des choses par conscience.